Cultistes, bonsoir. Ce soir, notre édition est consacrée à une découverte importante, une découverte massive, une découverte qui risque de changer notre vision du monde. Ce matin, en Antarctique, a été découvert un artefact étrange, un artefact puissant, dont nous ne connaissons pas encore toutes les ramifications. Notre envoyé spécial sur place, Tigurius, va nous montrer l'objet d'ici quelques secondes. Je vous en conjure, faites attention, éloignez les enfants si vous êtes à table. Ces images risquent de vous choquer. Alors que nous voyons notre reporter entrer dans le champ et qui tient une sorte de tablette antique, remplie et gravée de caractères ésotériques, de hiéroglyphes impies. Mon Dieu, ces représentations d'une nature étrange et cette épaisseur extrêmement dense et soutenue pour une tablette qui a priori a un poids et un volume incommensurables, que dis-je, cyclopéens. En tout cas, nous allons étudier ça plus en profondeur ensemble, tout de suite sur Cultist News. Merci Tigurius. Oui, je vous avais prévenu que ces images étaient choquantes, nous sommes là à un tournant de notre existence, à un tournant de notre monde et de notre vie. Nous avons enfin établi un contact avec les grands anciens, et nous allons nous plonger ensemble dans cette tablette mythique et voir un peu ce qu'elle peut contenir en termes de forces occultes et de savoirs impies. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous aider. C'est ensemble que nous parviendrons à surmonter ces épreuves, à sortir de cette crise mondiale, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Venez checker notre Discord pour voir les news en temps réel. Dès que nous aurons des nouvelles informations, elles seront transmises via ce canal prioritairement. Et puis, vous pouvez toujours nous soutenir sur nos différents partenaires. Vous trouverez évidemment tous les liens dans la description de cette news. Allez, allons jeter un coup d'œil dans cet artefact impie. Alors, Terra Antarctica, comment ça se présente ? C'est une énorme boîte, pour le coup, elle est vraiment colossale. Alors voilà, je ne vais pas montrer celle-là parce que la mienne, elle est arrivée toute défoncée par le transport. Mais bon, c'est un pavé qui est extrêmement lourd, et on va donc jeter un petit coup d'œil ensemble au contenu. Hop, ouvrons la boîte. Alors évidemment, boîte facile à ouvrir, puisque on a les petites encoches ici, je vous montrerai après, mais toujours très très cool. À l'intérieur, nous avons quoi ? Nous avons tout d'abord 3 livres, donc livre 1, livre 2 et livre 3, que nous allons détailler plus tard, évidemment. Nous avons ensuite 6 dossiers de personnages pré-tirés, où nous avons des personnes qui sont connues dans le monde de Horror Arkham. Nous avons par exemple Ursula Dawn. À l'intérieur, nous avons de ce dossier, évidemment, les compétences, les réserves de dés, la lucidité qui est ici. Nous avons les dons que possèdent les personnages, des sortilèges, si jamais il en a, des équipements qui sont ici. Nous avons un résumé des règles pour les joueurs, toujours très très intéressant. Et ensuite, nous avons des options de gain de niveau. Quand on va gagner un niveau, on va pouvoir choisir soit d'améliorer une compétence, soit de prendre un de ces dons. Et nous avons également des traits de personnalité. Comme vous le savez, je ne vais pas revenir sur les règles d'Horror Arkham. On a fait la vidéo sur le livre de base, et puis derrière, un petit texte qui nous rappelle son historique, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle s'engage dans cette histoire. Donc voilà, nous avons ces 6 dossiers-là. Nous avons Ursula Dawn, Vincent Lee, donc idem, même principe. Vincent Lee qui va être le médecin. Nous avons Mark Harrigan. Vous avez suivi les actual plays, je crois que c'est un personnage qui a été joué, le soldat. Daniela Reyes, qui est évidemment forcément liée à une campagne qui se passe en Antarctique, puisque c'est notre mécanicienne importante. Et nous avons Kimani Jones, la consultante en sécurité, la roublarde en gros. Nous avons Winfried Abamok, qui va évidemment, comme vous le voyez sur l'illustration, être la pilote d'avion. Donc voilà pour les pré-tirés. Nous avons donc ces 6 dossiers, j'ai dit 6, mais je crois que c'est 6, je suis même pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Ensuite, nous avons des aides de jeu, évidemment. La liste d'équipage de l'Aurora, l'expédition d'ailleurs, vous verrez plus tard de quoi ça correspond. Un inventaire, recto verso. Nous avons ensuite un petit carnet de bord aide de jeu qui sera trouvé par nos investigateurs pendant la campagne. Je ne vous le détaille pas en entier, mais voilà, c'est une aide de jeu que les investigateurs vont devoir lire pour pouvoir avancer. Nous avons ensuite des plateaux de tokens, donc on a évidemment les créatures qu'on va pouvoir rencontrer, attention ça spoil un peu évidemment, tout plein de petits tokens qui vont servir à mettre des marqueurs sur nos fiches de personnages, évidemment tous les personnages que nous allons rencontrer, que ce soit des PNJ majeurs ou mineurs, des petits tokens pour la santé mentale, 2 puzzles à résoudre pendant la campagne, et nous arrivons ensuite sur les battle maps, donc on va peut-être en prendre une un peu moins qui spoil un petit peu moins. Hop là, on va prendre celle-là, mais sur le côté MJ. Hop, je vais vous la montrer
en facecam, ça sera plus simple. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une très très grande battle map. Et pour le coup, je disais récemment que les battle maps, je les trouvais de plus en plus moches. Eh bien, heureusement que celles d'Horror Arkham me font un petit peu mentir. Elles sont plutôt chouettes. En revanche, petit bémol, on en a 6. Et en fait, c'est pas 6 vraies battle maps. Puisque vous avez vu celle-là, la première qui concerne évidemment la cité cyclopéenne, elle est recto verso. Mais c'est la même recto verso, il y a des informations en moins. Les autres, par contre, sont recto verso avec des vraies différences des deux côtés. Donc nous avons non pas 6 battle maps, mais 5. Pour être précis. Ensuite, nous avons 2 petits paquets qui contiennent en tout 24 nouveaux D6. On sait que Horror Arkham est un jeu extrêmement gourmand en dés. Donc là, nous avons des D6, évidemment. Donc on en a 24 en tout. Hein, c'est toujours plaisant. Ça pourrait toujours en mettre plus à la table. Et ensuite, nous arrivons sur les decks de cartes. Alors que je n'avais pas encore ouvert puisque le contenu il est taillé dans les bouquins. Mais nous avons les decks de cartes d'équipement qui sont juste là. Où à chaque fois, on a donc l'illustration. Hop, je vais essayer de vous montrer ça plus près. Donc à chaque fois, nous avons l'illustration de la dite carte. Et au dos, nous avons le nom et un petit détail, une petite explication de quoi il s'agit. Donc on en a un sacré paquet. Donc vous voyez, hop, en termes d'équipement, on a ce qu'il faut. Mais c'est pas dit qu'on arrive à tous les garder au fur et à mesure de l'aventure. Nous avons ensuite un autre paquet de cartes, que je vais vous ouvrir tout de suite. Qui détaille d'autres équipements. Notamment les tenues adaptées au froid, et des choses qu'on trouvera pendant la campagne, évidemment. Donc les cartes, on est sur le même style de cartes qu'on avait sur la boîte d'initiation, sur le starter set, l'insatiable Abyss, je crois qu'il s'appelait de mémoire, donc c'est vraiment ultra quali comme produit. Nous avons ensuite les grandes cartes de personnages, qui vont être utilisées pour avoir les monstres, hein. Donc ils sont recto verso également, ce qui fait qu'on en a quand même énormément, avec aussi les PNJ principaux, que ce soit des ennemis ou des alliés. Donc vous voyez, on va croiser quand même pas mal de choses dans cette campagne. Donc tout ça est recto verso, évidemment. Et on a la suite de ces cartes qui se trouvent ici. Vous pouvez vous dire que c'est la même, mais en fait ce n'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes adeptes abandonnés. Hein. Il y en a un corps à corps adepte et un qui est un peu plus fort. Et on retrouve également toutes ces cartes-là. Et puis nous avons des petits personnages en plus. Ça, ce sont les PNJ de l'expédition. On a leur historique derrière, puisque le but, vous allez voir, ça va être que nos héros se lient un petit peu d'amitié avec les personnages de l'expédition, puisque évidemment, sans spoiler, tout le monde ne rentrera pas entier de cette expédition en Antarctique. Voilà pour le contenu. Donc c'est quand même sacrément dense, sacrément colossal, vous avez vu. Alors, je sais pas combien il y a de fiches de personnages, il y en a... Je crois que c'est détaillé dans le bouquin, on va voir. Mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Pareil, les dés, ça fait plaisir, parce qu'il y en a quand même énormément besoin. Et idem pour les cartes d'objets, sachant que ce sera des choses qui seront réutilisables, même si les raquettes d'Inuit, je vous avoue, on risque pas de les réutiliser dans beaucoup de scénarios, à moins de retourner en Antarctique au bout d'un moment. Allez, on range tout ça, et vous avez vu comme d'hab, on a une boîte qui est remplie à ras la tronche. Mais là où l'insatiable Abyss avait du mal à fermer, celle-ci ferme très très bien. Après, la mienne est complètement défoncée, c'est peut-être pour ça. Allez, on referme tout ça, on se garde sous la main les 3 bouquins qui reprennent quand même le cœur de la campagne. Hop là. Et donc plongeons un petit peu dans le premier livre. Il s'agit du livre 1, Voyage vers les glaces. Donc, Terra Antarctica, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est une campagne, ce qu'ils appellent une campagne premium. Vous l'avez vu, le contenu est quand même assez conséquent. C'est une campagne qui va prendre la suite d'une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées, et qui prend la suite également d'une campagne d'horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif. On va venir en détail là-dessus. Nous allons voir, donc ici, il nous détaille le matériel qu'il y a dans la boîte que nous venons de voir. Donc on a 30 fiches de PNJ, on a 48 cartes objets, 6 dossiers investigateurs, 3 plans recto verso, un plan d'expédition, voilà, enfin tout ce qu'on vient de voir, en tout cas, avec les 2 énigmes, les 2 petits puzzles. Horror Arkham aime bien faire ça, avoir des puzzles physiques à table. Et les 24 dés bleus, évidemment. Alors, là on nous explique un petit peu le contexte. Comment ça se passe ? Eh bien, en septembre 1930, il y a une exploration qui est partie en Antarctique, exploration qui a été organisée par William Dyer, avec l'université Miskatonic. Et donc ça, c'est ce qui raconte les montagnes hallucinées. Cette expédition, évidemment, il y a eu un souci. Ils ont découvert des trucs
vraiment, vraiment pas cool. Je vais pas spoiler pour l'instant, on va rester sur le passé, et puis on mettra une balise spoiler quand on arrivera sur les spoilers réellement. Donc nous avons cette expédition qui est partie en septembre 1930, quasiment tout le monde a été tué, et ceux qui en sont revenus, notamment ce cher William Dyer, a dit: «Attention, faut pas y retourner, c'est super dangereux, il y a des créatures abominables». Évidemment, personne ne les a crus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a envoyé une autre expédition, l'expédition Starkweather-Moore, qui au bout de 3 mois, ne donne plus aucun signe de vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on renvoie encore une expédition. Ça fait beaucoup là, non? En effet, ça fait beaucoup. Et donc nous, on va jouer cette expédition qui part secourir les membres de l'expédition Starkweather et Moore. Et donc on va s'arrêter là pour la partie sans spoiler, et maintenant on va rentrer dans le cœur de cette campagne, on va détailler un petit peu de quoi il s'agit, comment ça se joue, puis est-ce que c'est bien au final ou pas. Donc moi c'est une campagne que j'attendais énormément, ceux qui suivent la chaîne le savent, j'aime beaucoup Horror Arkham et son aspect un peu pulp et simpliste. Là on est sur un ton qui va être légèrement différent, il faut être très clair. Les Montagnes Hallucinées est une nouvelle qui est extrêmement rude, et donc là on va quand même faire un voyage en Antarctique, donc ça va être assez difficile, il faut être très très clair, et ça va être quand même carrément mortel. Bon, sur le premier livre qu'on a dans les mains, qui s'appelle Le Voyage vers la glace, on va être principalement, sur la plus grande partie de ce premier livre, sur la préparation à cette expédition. Donc on va voir comment sont recrutés les personnages par Dyer, parce que c'est lui, celui du membre le chef de la première expédition, c'est lui qui lance cette troisième expédition vers les Montagnes Hallucinées. Donc voilà, si besoin, il y a un entretien d'embauche. Si on a pris les pré-tirés, ils sont embauchés directement, mais il y a quand même des petites choses à mettre en place. Donc on nous détaille un petit peu comment on peut faire en sorte que les joueurs s'intègrent dans cette expédition. Mais c'est pas tout ce qu'on va avoir à faire avant de partir. Il va y avoir déjà un espèce d'entraînement, donc on va choisir un petit peu quel rôle dans l'expédition va correspondre à chacun de nos joueurs. Il y en a un qui va être pilote, il y en a un qui va être mécanicien, qui va être des services médicaux. On l'a vu sur les pré-tirés, c'est très simple. Si jamais vos joueurs jouent avec d'autres personnages, ils ne sont pas obligés de jouer avec les pré-tirés de cette campagne. Ils peuvent reprendre leur personnage de la boîte d'initiation s'ils le souhaitent. Ils peuvent créer des personnages pour l'occasion. Ils peuvent prendre des personnages qui ont déjà joué des scénarios de Mystère à Arkham, par exemple. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est bien expliqué là-dedans comment on peut l'intégrer. Il n'y a pas de souci. Il y a des raisons pour lesquelles ils sont intégrés. On passe assez facilement sur la partie un peu compliquée de certains scénarios de Cthulhu, ou comment je fais en sorte que la dilettante, elle se retrouve sur une expédition qui va en Antarctique. Voilà, là, il nous donne un petit peu des clés. Alors évidemment, il y a des grosses ficelles, mais au moins, le truc est posé. C'est beaucoup plus simple de pouvoir commencer l'aventure. Donc, on va choisir leur rôle, et ensuite, on va associer un PNJ avec un investigateur. Ça va nous permettre de créer du lien, puisqu'on part quand même sur une expédition avec quand même beaucoup de personnes. Il y a des PNJ majeurs et des PNJ mineurs sur cette expédition. Et associer un PNJ à un investigateur, ça va permettre déjà à l'investigateur d'avoir 2 personnages à jouer, parce qu'il va jouer les ordres du PNJ lors des phases d'exploration, de combat, etc. Et comme c'est très très difficile, on a besoin d'avoir des réserves de dés qui sont plus larges, donc ça facilite quand même la campagne. Et puis surtout, ils vont créer du lien, ils vont avoir une personnalité, et ça va permettre de créer du drama, évidemment, quand il va y se passer quelque chose, un accident ou des choses comme ça. Sachant que vous allez voir, il y a quelque chose qui peut se jouer avec ces PNJ qui est extrêmement, extrêmement sympa. Donc on présente tous les personnages, il y a donc un premier interlude où on va se lier avec un PNJ en question. Ensuite, il va y avoir une petite partie du mystère pré-embarquement. Donc dans une soirée, pendant une soirée dans un bar, ils sont accostés par Mademoiselle Neyman, qui appartient à la société de recherche antédiluvienne. Bon, on est sur la partie spoiler, et puis de toute façon, si on a déjà joué à un jeu Cthulhu, on sait que ces gens-là, c'est pas des gens sympas, c'est des cultistes, et tout ce qu'ils veulent faire, c'est saboter la mission. Donc, elle va essayer de faire en sorte que les PJ refusent d'aller sur cette expédition en leur offrant un autre emploi, mieux payé, etc. Évidemment, vos joueurs vont refuser, s'ils acceptent, bah tant pis, ils partent sur un truc qui est inintéressant, et puis on joue pas la campagne, très bien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, merci les joueurs. Et sinon, ils vont aussi essayer de corrompre des PNJ. Donc là, les PNJ vont pouvoir faire des jets, vos joueurs vont pouvoir essayer d'appuyer dessus pour savoir s'ils vont y aller ou pas. Le but, c'est quand même de les garder avec nous, et après, ils peuvent, évidemment, vos joueurs, s'ils le souhaitent. Alors s'ils le souhaitent pas, il y a toute une partie qui saute quand même, faut être très clair. Mais s'ils le souhaitent, ils vont pouvoir investiguer sur cette société. Ils vont pouvoir également investiguer sur les premières expéditions qu'il y a eu. Il y a notamment Danforth, un membre de la première expédition, qui va réapparaître pour essayer de mettre en garde tout le monde, et même essayer de faire péter un peu tout ça, pour faire en sorte que le bateau ne parte pas. Ensuite, on va finir par quitter Terre, on va finir par prendre le bateau pour pouvoir partir. Et donc pareil, on va encore avoir des scènes de connaissance des personnages non-joueurs, histoire de continuer à créer du lien, et puis on va arriver sur le mont Eberus, et donc là on va commencer à
à avancer sur l'Antarctique. Donc il y a des règles spécifiques qui ont été mises en place dans ce scénario, évidemment, des règles pour gérer le froid, et notamment donc, la fatigue, la gestion de l'équipement, les ressources, etc. Donc ces règles-là sont rappelées au fur et à mesure qu'on traverse le livre, mais également, on a à la fin du 3e livre une partie qui rappelle les PNJ, leur personnalité et toutes les règles et tous les objets. Donc comme ça, si on cherche l'info, on sait où la trouver facilement, même si on n'a pas tous les bouquins sur la main, le 3e suffit du coup. Donc on a évidemment une gestion du poids qu'on transporte qui va être importante, même si dans la plupart des jeux de rôle, c'est un truc qui est un peu chiant, donc normalement ils s'embêtent pas trop avec ça dans War Arkham. Là, pour le coup, on a quand même des conditions de survie qui sont extrêmes, donc c'est important d'avoir cette gestion du poids, savoir quel matériel on peut emmener, quel matériel on ne peut pas emmener. Donc on va arriver au mont Eberus, ils vont escalader la montagne et ils vont arriver à l'épave du Delaware. Le Delaware est l'ancien bateau qui a échoué, celui qu'on recherche. Arrivés sur place, ils vont se rendre compte que tout a été défoncé, tout est cassé, tout est détruit. Et ils vont commencer à fouiller, obtenir quelques indices sur ce qui a été trouvé et ce qui a été fait, trouver du sang partout, trouver des gens qui sont gelés dans la glace. En tout cas, ils vont se rendre compte que c'est un vrai souci. Ils vont aussi se rendre compte qu'il manque des choses. Il manque des choses, il manque des gens, il manque des choses comme ça. Et puis ils vont se faire attaquer par des tech-tech qui ont été invoqués par des cultistes, parce que il faut savoir que cette expédition du Delaware, en fait, c'est celle qu'on joue dans le jeu de cartes Horror Arkham, dans la campagne qui s'appelle Aux confins de la Terre. Donc c'est l'expédition qui va vérifier les propos de la première expédition des Montagnes Hallucinées. Et donc, on part du principe que les joueurs n'ont pas forcément joué cette campagne, mais on part du principe qu'elle a existé, cette campagne du jeu de cartes Horror Arkham. Donc en gros, c'est pas forcément nécessaire pour les joueurs, mais ceux qui connaissent le jeu de cartes Horror Arkham et qui ont fait cette campagne auront énormément de clins d'œil à ce qui s'est passé. Et pour info, dans cette campagne, l'expédition n'a pas fonctionné puisque les cultistes l'avaient infiltrée, et ces cultistes avaient invoqué des tech-tech qui ont détruit, qui ont tué la plupart de l'équipage. Donc là, ils vont devoir faire un petit puzzle pour pouvoir faire un rituel pour désinvoquer ces tech-tech qui sont sinon invincibles. Ensuite, ils vont retourner au rapport sur le bateau, et puis ils vont partir en direction du camp Starkweather Moor, qui est beaucoup plus loin que le bateau en lui-même. Donc ils vont explorer le camp. Alors tout ça, ça se passe à base de survol en avion, à base de jets de recherche, etc. Donc ce sont des étapes qui sont... là, je vous détaille très rapidement, mais c'est des étapes qui sont assez longues, et il faut que le MJ construise autour. Si on rush ça dans une ligne droite, ça peut être en fait extrêmement court, mais il faut vraiment installer une lenteur dans le jeu, parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps. Une fois de retour dans leur camp, ils vont quand même pouvoir développer des photographies qui ont été trouvées, etc. Donc il y aura quand même beaucoup d'indices sur ce qui est la suite. Et donc là, ils vont se rendre compte en arrivant au camp que tout le monde a été trucidé. S'ils sont assez malins et qu'ils ont bien développé tous les indices, vos joueurs, ils vont se rendre compte qu'il manque un avion. Ils vont se rendre compte qu'il manque une vingtaine de personnes. Donc il y a peut-être encore des gens qui sont en vie. Là, on va arriver à une grande réunion où les gens vont dire « Non mais attends, on est venu sauver des gens, nous, ils sont tous morts, donc on rentre chez nous. » Et il y a le chef de l'expédition qui dit « Bah non, c'est hors de question, on va aller plus loin. » Évidemment, il y a des grosses tensions qui vont se créer dans cette expédition. Les joueurs vont avoir le poids de faire pencher la balance. Alors, espérons que les joueurs ils ont envie d'aller plus loin quand même, mais avec tout ce qu'ils ont trouvé, normalement, ils devraient avoir envie d'aller plus loin. Et de toute façon, le chef de l'expédition va aller voir les joueurs pour leur dire clairement, si jamais ils doutent, le but réel de l'expédition, c'est-à-dire, ce n'est pas d'aller sauver les membres de l'expédition d'avant, c'est d'aller dynamiter, placer des explosifs dans sous une cité cyclopéenne qui mène à une mer intérieure, pour pouvoir bloquer toutes les créatures, tous les Shoggoths et tous les grands anciens qui sont là-bas, afin qu'ils ne puissent pas submerger notre monde et notre univers. Donc, le but de l'expédition, il n'est pas de sauver des gens, il est de sauver le monde. Donc, on va essayer de faire en sorte que vos joueurs aient envie d'y aller. Normalement, ils auront envie d'y aller, ils vont finir par gagner ce débat, sinon ils perdront de l'équipement et des personnes, tant pis, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il y avait des cultistes dans l'expédition, comme c'est le cas de l'expédition d'avant, qui vont essayer de saboter les réserves d'essence et les avions. Et on va terminer sur le moment où ces cultistes ont tout pété dans le camp, et les joueurs vont essayer de les buter. Ça, c'est la fin du premier bouquin. Donc, on arrive au deuxième bouquin où on sait ce que les joueurs ont à faire. Ils savent qu'ils ne sont pas là pour sauver des gens, ils savent qu'ils sont là pour empêcher une menace de sortir. La fin du premier bouquin, donc il y a ces cultistes qui ont essayé de tout faire péter. Le deuxième bouquin va être beaucoup, beaucoup plus difficile si jamais vos joueurs n'ont pas bien géré la fin du premier. Si jamais les 2 avions qui ont été emportés par l'expédition sont morts à cause des cultistes infiltrés, il va falloir qu'ils fassent tout ça, tout ce qui arrive derrière, à chien de traîneau, et c'est beaucoup, beaucoup plus dur. C'est pas infaisable, mais c'est beaucoup plus dur. Mais de toute façon, moi je conseille aux MJ de, au bout d'un moment, leur couper les pattes de l'avion pour qu'ils puissent faire du chien de traîneau. Ça rend les choses
beaucoup plus ludique, je trouve, que de le faire en avion où ça facilite grandement ce qui va se passer. Mais de toute façon, vu le combat qu'il y a avant, il y a peu de chances qu'ils arrivent quand même à sauver les avions, mais on ne sait jamais. Donc, ils vont survoler tout ça, ils vont partir en repérage pour essayer de trouver les campements. Je vous passe évidemment les détails. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus long. Si on prend l'avion, bah, on y va directement, ça prend 1 ou 2 heures, je crois. Si on y va en chien de traîneau, ça prend des jours. Donc, des jours avec des accidents et des choses comme ça. Ils vont commencer par être chassés, ils vont apercevoir au-dessus d'une montagne un Shoggoth, ça va être leur première rencontre avec le Shoggoth, qui est au-dessus d'une montagne. Ils vont pouvoir soit le traquer, soit essayer de fuir, soit c'est lui qui va les traquer. Ensuite, ils vont continuer, ils vont retrouver les survivants de Starkweather and Moore à l'entrée d'une cité cyclopéenne. Donc les survivants vont dépendre du nombre de temps que vos joueurs ont mis à arriver. Après, il va falloir les soigner et soit les ramener au camp, soit continuer. Ensuite, ils vont être traqués par une chose sur la glace, cette espèce d'énorme bestiole qui en fait est un Shoggoth. Les Shoggoths ont la particularité de pouvoir réagencer leurs cellules pour pouvoir s'adapter à l'univers qui les entoure. Donc ils vont être traqués par cette espèce de bête immonde. Et ensuite, ils vont finir par entrer dans la cité cyclopéenne. Et donc là, ils vont devoir faire des recherches. Et donc là, on a une sorte de continuité. On était très linéaire pour l'instant. Là, on va arriver sur une sorte de mini bac à sable, on va dire. C'est quand même pas non plus extrêmement large en termes d'exploration. Et donc, ils vont avoir cette carte, alors sans les petits repères ici, et ils vont faire des jets pour essayer de trouver des points d'intérêt, ou alors ils vont s'y rendre eux-mêmes s'ils ont envie de dire bah, ce bâtiment me paraît intéressant. Donc, ils vont y aller, et puis ces différents bâtiments sont évidemment des points clés intéressants dans lesquels il va se passer des choses. Et puis, il va y avoir des événements aléatoires qu'on va pouvoir poser sur leur chemin, notamment les pièges, parce que c'est quand même une cité antédiluvienne qui est sous une couche de glace et de neige extrêmement importante. Donc évidemment, la nature en elle-même est un piège. Évidemment, on est sur, même si on a l'impression que c'est un petit village, on est sur une carte immense. Hein. Ici, on a 80 km, donc vous voyez la taille de cette ville. Il faut bien comprendre que l'exploration va prendre du temps, ça risque de les fatiguer. Ils vont souvent avoir le choix entre devoir rentrer se reposer, devoir rester sur place pour continuer l'exploration en prenant des points de fatigue. On rentre vraiment en mode survie à partir de ce moment-là, avec le froid qui s'installe. C'est extrêmement compliqué, donc il va falloir que les joueurs soient très prudents. Et c'est pour ça que les PNJ avec lesquels sont liés d'amitié peuvent être un moyen pour le MJ de faire passer des conseils quand il faut se reposer ou quand il faut y aller. Donc là, on leur explique un petit peu comment ça va se passer, s'ils sont en traîneau, s'ils sont en avion. Je vous conseille de faire ce passage-là en traîneau, en avion, ça gâche un peu tout, vraiment. Ensuite, ils vont rencontrer des damnés. Les damnés, ce sont les cultistes qui avaient trahi l'ancienne expédition, qui vivent, eux, dans la cité, et qui se nourrissent notamment d'espèces de pingouins albinos aveugles qui vivent sur place et qui ont muté. Donc ils sont toujours là, donc il va y avoir évidemment un affrontement avec eux. Il va y avoir aussi un affrontement avec des Shoggoths en maraude, notamment ceux qui prennent une forme de horde babillarde. Hein. On a vu qu'ils pouvaient prendre la forme de la chose des glaces, mais également d'une horde babillarde, donc c'est une espèce de nuée d'insectes avec des yeux et des bouches humaines, absolument dégueulasse. Passage très important, un étranger parmi nous. Alors gros spoiler, hein, si vous comptez jouer, il faut vraiment pas regarder cette vidéo. Mais ce moment-là, en gros, à un moment, il va falloir que vous trouviez un moyen en tant qu'MJ d'éloigner 2 PNJ, un majeur, un mineur, de manière, peu importe à quel moment, il faut trouver une astuce pour le faire. Après, vu les nombres de péripéties qu'il y a, c'est assez simple en vrai, je pense. Et du coup, il y a un Shoggoth qui va les buter et qui va se transformer en ces 2 PNJ et il va infiltrer le groupe. Un peu, le but c'est de faire un espèce de clin d'œil paranoïaque à The Thing, qui est fortement, fortement inspiré des Montagnes Hallucinées, donc la boucle est bouclée. Donc on va avoir 2 espions Shoggoth, en gros, 2 ennemis. Il y en a un qui va se dévoiler assez rapidement, puisqu'il va attaquer assez vite pour essayer d'aller détruire les explosifs. Les joueurs vont se rendre compte assez rapidement ils peuvent se rendre compte assez rapidement qu'il est un Shoggoth, si jamais ils font les bons jets ou qu'ils analysent bien son comportement. Le deuxième, par contre, il va rester caché beaucoup plus longtemps, et il va apparaître beaucoup plus tard. Ensuite, nous avons, s'ils vont dans la salle de sommeil, dans la ville, une autre énigme à remplir. Là, ils peuvent réveiller les grands anciens, les choses anciennes, pardon. Il faut savoir que on nous explique, la campagne est extrêmement précise dans ce qui s'est passé entre les choses très anciennes et les Shoggoths, sur à quel moment ils sont arrivés, comment s'est passée l'extinction des choses très anciennes, etc. Je détaille pas ici parce que c'est pas forcément le but. Le but c'est de voir un peu la campagne, ce qu'elle a, quel rythme elle a et comment elle avance. Mais en termes de lore Lovecraftien, il y a énormément de choses dans cette campagne et c'est très très plaisant, je pense, pour les joueurs qui ne le connaissent pas. Et puis ceux qui le connaissent, ils le sauront déjà à l'avance, donc c'est pas très grave. Mais ça te fait toujours plaisir. Donc là, on a les différents emplacements de la ville, donc la salle des cartes, la bibliothèque de Kos, avec toutes les tablettes écrites avec l'histoire justement de ces choses très anciennes. Déclin et chute de l'Empire très ancien, c'est une salle également, c'est l'explication de ce qui s'est passé.
La chambre des anciens, c'est là qu'ils vont peut-être pouvoir réveiller un ancien s'ils font pas attention à ce qu'ils font. Le temple des choses très anciennes, l'intérieur du temple. Donc voilà, tous les petits trucs qu'ils vont pouvoir faire dans cette ville, et au bout d'un moment, ils devraient normalement s'y mettre en relation ce qu'ils ont trouvé dans les différents bâtiments, comprendre que l'accès à la mer sans soleil se situe sous la cité cyclopéenne, et qu'il y a plusieurs accès qui permettent d'y aller. Et normalement, s'ils ont bien tout suivi, ils devraient pouvoir trouver assez facilement un moyen d'y aller. Hop, on passe du coup au 3e livre qui s'appelle Sur les rives de la mer sans soleil, qui est le dernier livre. Il est plus court que les deux autres, hein. On est sur le moment de fin de ce qui se passe quand ils vont arriver sur cette mer souterraine. Donc ils vont se préparer à la descente. Il y a plusieurs moyens d'y accéder qui sont plus ou moins difficiles. Évidemment, il y a toujours cette gestion du moral, des ressources, etc. On arrive sur un dédale où ils risquent de tourner en boucle pendant des heures et des heures et des heures et des heures, avec des pièges qui vont, enfin des aléas, en tout cas des périls qui vont leur tomber sur la tronche. Et ils vont quand même finir par arriver sur un ancien champ de bataille où ils ont des shogots et des choses très anciennes éclatées de partout. Ce qui va être intéressant, ça va être du coup qu'il va y avoir des guetteurs aveugles, donc des pingouins. Il y a notamment un shogot qui s'est déguisé en pingouin errant pour les attaquer et pour les buter. Et la fosse visqueuse. On arrive en fait dans un atrium où en fait, on le voit très bien ici, en fait, c'est une énorme créature qui a pris en tout l'atrium, ses veines et ses tentacules partent dans tous les passages. Et donc c'est cet endroit-là, et c'est le moment de la bataille finale, en fait, où ils vont devoir soit affronter cette créature, mais ça paraît assez compliqué vu la taille qu'elle a et à quel point elle est elle-même la salle, en fait. Et ils vont devoir poser des explosifs pour fermer, puisque c'est l'endroit où se relient tous les trajets pour aller vers la rive. Il va falloir qu'ils fassent péter tout ça, c'était l'objectif de leur expédition. Tout en combattant et en évitant évidemment ce que cette créature leur envoie dans la tronche. Le but, c'est qu'ils placent un maximum d'explosifs et qu'ils puissent se barrer. Avant ça, ils auront eu la chance, s'ils ont joué correctement, de croiser une chose très ancienne. Ils ont évité de la tuer et qu'ils ont préféré essayer de communiquer avec elle. Elle leur a modifié leur explosif. Et donc on va avoir plusieurs niveaux de fin, évidemment. On est sur une campagne d'horreur Arkham. Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont réussir à boucher le passage? Est-ce qu'ils vont réussir à faire en sorte que rien ne puisse sortir? Ça dépendra d'eux et de ce qu'ils font. Mais en tout cas, on a un final qui est quand même assez épique et assez chouette et assez pulp. Et une campagne qui, pour le coup, a un rythme très très différent et une difficulté très différente de ce qu'on a pu voir sur la gamme. Donc c'est extrêmement plaisant. On est sur une vraie campagne qui marche bien. Ensuite, nous avons tous les annexes avec donc les nouvelles règles, comme je disais, hein, la lucidité pour les enquêtes, la privation de sommeil, la capacité de transport, le survivre au froid, le froid sur les objets avec des pannes, évidemment. Il y a une gestion du carburant pour les avions qui va être indispensable. Nous avons des dons spécifiques à la campagne qui permettent de la rendre un peu plus simple, notamment pour apprendre à voler correctement ou à résister au froid ou à marcher dans la toundra. Ensuite, nous avons le profil des personnages de l'Aurora, les personnages principaux. Donc le capitaine Simakatri, j'adore ces illustrations de personnages, je les trouve sublimes à chaque fois dans la gamme Horror Arkham, je les trouve vraiment vraiment incroyables. Elles ont une ambiance de fou. Ensuite, nous avons les personnages mineurs du Aurora, donc de notre expédition. Nous avons ensuite les personnages majeurs de l'expédition, notamment William Dyer, Lina Pabody, une magnifique illustration qui est celle de la couverture, et nous arrivons après sur tout ce qui est équipement, et notamment les choses qu'ils vont trouver pendant leur voyage, et nous arrivons à la fin de cette campagne. Allez, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que là, je vous ai détaillé qu'est-ce qui se passait, mais au final, est-ce que c'est bien et qu'est-ce qu'on en pense? Donc, Terra Antarctica, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, on a déjà un contenu de boîte qui est quand même assez gargantuesque, avec vraiment de la qualité. Je sais pas si vous l'avez bien vu sur la vidéo, mais les bouquins en espèce de reliure filée, vraiment très chouette, c'est quand même très costaud. On a un nombre de cartes qui est extrêmement massif, avec une qualité qui est vraiment très chouette. Donc c'est de la qualité qui fait plaisir. Après, la campagne en elle-même, on n'est pas sur une campagne si facile à mener que ça. Il y a quand même des moments dans la campagne où on va se demander, les gens partent pas dans la bonne direction, comment ça peut se passer? Après, c'est au MJ aussi de naviguer un peu tout ça, et il y a un esprit pulp, c'est-à-dire que les personnages sont censés être aussi portés par leur envie d'aventure et leur envie d'en découvrir. Il faut que ça soit clair à table, parce que si on joue ça comme une campagne classique de Call of Cthulhu, il y a plein de moments où les joueurs vont se dire: «Ouh là, non, moi j'y vais pas, faut pas déconner». Donc voilà. Après, si on efface un peu ces faiblesses-là, parce qu'au bout d'un moment, c'est la 3e expédition qui va en Antarctique, qui monte à halluciné, bah, on connaît déjà un petit peu si on a fait d'autres jeux de la gamme, etc. Bah, ça reste une campagne qui est extrêmement chouette, même si je trouve la faiblesse de la campagne, c'est sa première partie. La première partie, avant qu'on prenne l'Aurora pour partir dans le nord. Cette première partie où on va voir la cité
La session de recherche antidiluvienne là, en fait, ça apporte pas grand-chose. Ça nous montre qu'il y a peut-être des gens derrière qui sont pas très cool, mais les joueurs vont avoir du mal à se dire: «On va enquêter sur eux». Parce qu'au final, tout se base sur une rencontre dans un bar, une fille qui leur dit: «Tiens, je vous paye 500 balles pour aller, en Europe plutôt que d'aller en Antarctique». S'ils n'ont pas envie de chercher, ça fait toute une partie de la campagne qui saute et en même temps, c'est pas une partie extrêmement intéressante. Alors c'est pas une partie très longue, on parle d'une scène ou 2, mais voilà, ça fait un peu remplissage. Ce que j'ai trouvé extrêmement chouette par contre, c'est qu'on a encore une fois dans Arkham, et je trouve que la gamme est là-dessus assez remarquable. On a encore une fois, une ambiance et un style extrêmement différent de ce qu'on a ailleurs. De ce qu'on a ailleurs dans la gamme, hein. On l'avait vu, la boîte d'initiation et les scénarios du livre de base et les scénarios, des Mystères à Arkham étaient très différents, nous menaient sur des choses extrêmement différentes et là, encore une fois, on est, sur de la survie, sur quelque chose qui est beaucoup plus difficile. La boîte d'initiation de Arkham était extrêmement simple. Là, je vous dis que, vos joueurs, ils vont galérer. Vraiment, ils vont galérer et il y a des grandes chances qu'on perde des PNJ. Évidemment, la campagne est faite pour ça, même si à aucun moment on vous dit, vous tuez un PNJ, hein, mais ça risque d'arriver évidemment. Mais surtout, on risque de perdre des joueurs. On risque de perdre des joueurs avant la fin. Il y a On peut toujours les remplacer en mettant les autres, pré-tirés dans l'expédition, si jamais il y a besoin, mais on risque de perdre des joueurs, donc là, il faut être au courant. On est quand même sur du Cthulhu et même si on est sur du Cthulhu Pulp où à la fin on va affronter, des créatures, on va affronter des choses comme ça, on est sur un jeu qui se veut beaucoup plus mortel et on peut accumuler très, 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 très vite des malus et perdre de l'équipement précieux pour se retrouver un peu coincé dans les terres froides et crever gelé dans les douves, comme le disait Jacouille. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau. Donc on a une campagne qui est très différente. Alors par contre, je l'ai pas joué, donc c'est pas évident à dire, mais je pense pas qu'elle soit extrêmement longue. Je pense qu'en 10 sessions, ça doit se boucler. Peut-être une dizaine si vous faites vraiment traîner énormément, mais vraiment énormément. Mais en vrai, elle est écrite comme une grosse ligne droite. Alors à part la partie où on arrive dans la cyclopéenne, où là on a plusieurs points d'intérêt, mais en réalité, c'est juste qu'on peut les faire dans l'ordre où on veut, mais ça reste quand même, aller voir le point A, B, C, D, E. Une fois qu'on a fait A, B, C, D, E, alors il y en a qu'on peut enlever, hein, on n'est pas obligé de les faire, mais on a les éléments qui nous permettent d'aller au final. Mais il faut comprendre que, c'est une campagne, il va y avoir du travail pour le MJ pour installer l'ambiance. La campagne donne tous les éléments pour mettre en danger les joueurs, que ce soit à cause des créatures, que ce soit à cause du climat et de l'endroit extrêmement hostile dans lequel on se trouve. La campagne donne tous les éléments. Par contre, on manque un peu d'éléments d'ambiance. Et ça c'est un peu compliqué. Pareil, on manque aussi d'éléments, de battle map. Si vous voulez absolument jouer sur des battle maps, il en manque. Il en manque parce qu'on en a 3 ou 4 et il y en a une qui correspond au camp, une qui correspond à une rue de la cité, une qui correspond, à l'Aurora, je crois. Et en fait, il y a plein d'autres rencontres qu'on va pouvoir faire à l'autre endroit où on va se dire: «Ah et là, on n'a pas de battle map». Alors après, personnellement, moi, je m'en fous, hein. J'ai joué pendant des années sans battle map, on peut s'en passer, je trouve. Mais ça peut aussi poser problème à certains, si jamais, vous voulez des battle maps pour tout. En dehors de ça, évidemment, vous êtes dans le confort absolu pour jouer, ça se lit très bien, on se repère très, très bien dans les bouquins. On avance, la lecture se fait extrêmement facilement, mais même en menant pour retrouver une info, c'est extrêmement simple. En plus de ça, toutes ces cartes de monstres, toutes ces cartes de PNJ, toutes ces cartes d'équipement, eh bien, on va pouvoir les distribuer à table facilement. Ça veut dire que les joueurs qui vont être liés à un PNJ, ils auront la carte du PNJ avec son historique derrière, on va pouvoir développer un peu le background de chacun pour créer du drama et de l'amitié, et cetera, ce qui va rendre les choses, plus compliquées et il y aura des moments dans la campagne où il y aura des décisions à prendre si on tombe, je prends un exemple tout bête, hein, mais imaginons le chariot passe sur, je prends cet exemple-là parce qu'il est dans la campagne. On passe sur un espèce de pont gelé, le pont s'écroule sous le traîneau, hem, les chiens risquent de tomber avec le traîneau, ce qui serait une catastrophe si on perd les chiens. Si on perd le traîneau, on perd, les ressources qu'il y a dessus et puis il y a le mec qui était sur le traîneau, lequel on a le temps de sauver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va se jouer au dé, mais ça va aussi se jouer à la décision qu'on prend et si le personnage, il est attaché au PNJ, si le joueur est attaché au PNJ qui risque de crever, mais il risque de prendre une décision en sauvant le PNJ et pas les provisions ou pas les chiens, et cetera. Donc voilà, ça crée des moments de tension et il faut pour ça que le MJ prenne le temps, et donc qu'il développe tout ce qu'il y a autour. Alors, il y a beaucoup d'interludes, beaucoup de passages qui sont à éluder dans cette campagne. Il faut prendre le temps de le faire, c'est important. C'est une campagne qui se déroule sur des jours et 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 c'est important de pas juste dire: «Jour 1 il se passe ça, jour 2 il se passe ça», mais de développer tout ça.
Mais sinon le fond est là. Vraiment, il y a, même si c'est une énième campagne sur les montagnes hallucinées, enfin une énième campagne, une énième scénario sur les montagnes hallucinées, il est très, très cool à jouer. Donc vraiment, enfin, moi j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. On va le faire évidemment sur la chaîne. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir le jouer. L'équipement, il est top. Donc moi, sincèrement, si vous aimez la gamme Horror Arkham et que vous vouliez une campagne pour pouvoir mettre, vos joueurs dans l'embarras et les faire avancer et progresser, vous pouvez clairement foncer les yeux fermés. C'est une bonne tuerie quand même et le matos, c'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Vous en avez pour votre argent, on va être très, très clair. En tout cas, j'espère que ces critiques vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures, voilà, je sais pas comment conclure évidemment. Et nous, là, on va se préparer pour partir à Octogone très bientôt, donc j'espère qu'on pourra se voir là-bas ou qu'on se retrouvera en vidéo, évidemment, tous les jours. Une fois qu'on est sur salon, c'est ce qui se passe. Allez, on vous fait des gros bisous, à bientôt, et n'oubliez pas de prendre vos anoraks parce qu'il risque de faire froid en Antarctique.